Donc Xavier Broca est l'auteur déjà de nouvelles et Meurtre artificiel est son deuxième roman. Vous avez publié aussi des nouvelles. Et donc le livre qui nous rassemble ce soir, en fait, est un livre, on va dire, de petite anticipation, puisqu'il se passe en 2031. Et on découvre en fait un couple, j'allais dire au bout de la rupture, qui va être amené à une rupture parce que l'intelligence artificielle a pris une place trop importante. En fait, on a donc Hugo et Camille qui sont un couple qui ont un petit garçon, et Hugo a créé une entreprise qui crée des assistants virtuels notamment. Et donc il a une assistante virtuelle qui s'appelle Sandra, et qui a pris tellement de place dans sa vie que sa femme finit par aller au clash. Voilà, elle se dit c'est plus possible. Et donc voilà, donc ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit en fait la montée en puissance de la vie et de l'intelligence artificielle qu'on ne sait plus d'ailleurs reconnaître. On en est à un tel point dans ces personnes virtuelles, on a l'impression qu'elles existent vraiment. Et d'ailleurs, dans le livre, on en suit quand même plusieurs, même si à un moment donné Sandra disparaît. Elles sont assez attachantes finalement, et c'est ça presque qui pourrait faire peur, puisqu'on ne sait plus faire la différence entre le réel et le virtuel. Alors je voulais vous demander, Xavier de Broca, comment est né ce livre et ces personnages? Est-ce que, comme vous avez quand même... vous êtes féru d'intelligence artificielle et vous êtes ingénieur, d'où vous est venue cette envie de créer ce personnage? Oui, alors, en fait, moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse au monde de demain, donc, et notamment à sa transformation et à ce que je vais appeler le déterminisme technologique, c'est-à-dire comment les progrès, en fait, transforment la civilisation, etc. La place que prend donc Sandra, qui est l'assistante virtuelle, en fait, elle pense pas à la place d'eux, mais presque d'Hugo, en fait, puisque dès qu'en fait il y a une question qui lui est posée, il répond. Enfin, l'assistante répond dans son propre style, et finalement Camille sait quand les réponses viennent de l'assistante ou de son mari, finalement. Oui. Et elle a été créée finalement pour avoir aussi des sentiments, enfin pour paraître comme si elle avait des sentiments. Et ce qui est très intéressant dans le livre, je trouve, et on le voit aussi sur d'autres personnages virtuels, c'est qu'en fait, ce qu'on leur a programmé, ils deviennent ce qu'on leur a programmé de devenir, avec le risque que finalement la machine s'emballe et que l'homme n'ait plus la main sur la machine. Et, absolument, c'est un petit peu ça que je voulais mettre en scène, sans aller trop loin. C'est-à-dire, là, Hugo travaille sur l'intelligence artificielle, il en crée une à partir de sa souche, c'est une version de l'intelligence artificielle qui est la sienne, qui s'appelle Sandra. Et il lui donne de l'empathie. Au départ, il voulait donner de l'empathie et donc des émotions et des sentiments. On peut faire le contraire. Donc, par exemple, ChatGPT n'a pas d'empathie, et ne vous connaît pas. Mais aujourd'hui, il y a des versions de ChatGPT, puisqu'ils vendent de l'open source un petit peu partout. Replica, par exemple, si vous voulez aller voir, qui font des petites amies virtuelles, et là, qui ont de l'empathie, et qui vous répondent, et tout ça, ça existe déjà, quelque part. Effectivement, je vais faire une parenthèse, mais quand j'ai écrit ce roman-là, ça n'existait pas, puisque j'ai attendu un petit moment avant d'avoir un éditeur. Tout de suite après, il y a ChatGPT qui est sorti, et là, ça a explosé. Ça fait à peine 2 ans. ChatGPT, c'est 30 novembre 2022. Donc c'est absolument incroyable la vitesse à laquelle ça peut aller. Et il y a déjà des petites amies virtuelles, donc effectivement, qui ont de l'empathie. Et là, Sandra a de l'empathie. Et après, ils ont décidé, après effectivement la gestion de Sandra et les différentes difficultés, de créer d'autres intelligences artificielles avec moins d'empathie. Donc, comme dit Taya, c'est déjà le concepteur à la main. Mais donc il peut évidemment aller vers l'empathie, mais il peut aller vers le bien, le mal, il peut aller vers tout ce qu'on veut. C'est ça qui est absolument fabuleux. Tout dépend de ce qu'on lui ingurgite comme paramètres, comme données. Et puis dans cette entreprise, parce que en fait Hugo crée une entreprise où il veut quand même garder une certaine éthique, parce que dans la programmation en fait des assistants, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, et donc
Sandra, elle a des états d'âme. Après, à un moment donné, donc meurtre artificiel parce que Sandra disparaît et donc voilà, il faut mener l'enquête pour savoir qui l'a fait disparaître, comment. Et dans leur recherche, hein, je ne vais pas non plus vous dévoiler l'affaire, mais ils vont créer un assistant, enfin un autre assistant virtuel qui est en fait un commissaire de police virtuel. Et là c'est drôle aussi parce que pour le coup c'est une machine, hein, donc tant qu'il n'a pas trouvé, la machine elle mouline. Et donc elle s'arrête que quand elle trouve. Et jamais fatigué. Voilà. Et c'est ça en fait qui est quand même assez intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est de se dire qu'à certains moments, effectivement, on a besoin, entre guillemets, d'une efficacité, parce que l'homme, à un moment, il est fatigué, s'il y a une urgence, il a besoin de se reposer, alors que la machine, c'est en permanence, quoi. Donc, oui, puis l'homme a des problèmes moraux de temps en temps. En fait, l'intelligence artificielle n'a pas trop. On lui dit, c'est comme un chien, va chercher ça, et il va chercher, et puis il s'arrête jamais. Effectivement, c'est exactement le cas. D'ailleurs, c'est intéressant, ça c'est aussi une incidente, mais j'avais lu un livre comme quoi l'intelligence artificielle, en fait, sauvait le monde parce qu'elle était capable. Enfin là évidemment, là on était dans la science-fiction, mais elle était capable de prendre des décisions donc drastiques, inhumaines, mais c'était celle qui pouvait sauver le monde, que les êtres humains n'auraient jamais pu faire. Donc voilà, c'est aussi une manière de montrer que, enfin, ce que dit Taïa, c'est que l'intelligence artificielle, ça tout dépend comment elle est programmée, mais une fois qu'elle est programmée, même si elle apprend en permanence, donc elle s'alimente, là aussi on peut paramétrer la manière dont elle apprend, et bien effectivement elle continue sur sa cible, sur son objectif. Alors ce qu'on voit aussi dans le livre, c'est qu'il y a des enjeux en fait économiques et géostratégiques et politiques qui nous dépassent. Et aujourd'hui, finalement, on se dit, on vit dans un monde où les robots quasiment décident pour nous sur certaines choses. Si c'est ainsi programmé ou si quelqu'un prend la main, quelqu'un qui est malveillant, ça peut déclencher... Alors effectivement, on verra un petit peu sur une conclusion derrière, mais bon, l'intelligence artificielle se nourrit. Donc en fait, à l'intérieur de cette nourriture, elle se nourrit de l'homme, et donc du bien et du mal, hein, quelque part, forcément. Donc voilà. Et effectivement, tout dépend de la pondération. Il n'y a pas beaucoup de contrôle aujourd'hui, donc c'est un petit peu la question. Et aujourd'hui, de toute façon, oui, c'est des enjeux géopolitiques qui sont monstrueux, parce que l'intelligence artificielle va être absolument partout, donc de façon sournoise ou de façon apparente, mais vous l'utilisez tous les jours sur votre smartphone, vous appelez, vous avez quelqu'un qui vous aide chez Darty, etc. Il y a de l'intelligence artificielle, etc. C'est pour des trucs débiles, mais évidemment, il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a des biais, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est une source de pouvoir colossale. Et c'est dominé évidemment par les États-Unis, comme on le sait, hein, avec Microsoft et Google, Microsoft avec OpenAI et Bing, et puis Google avec Gemini par exemple. Il y en a d'autres aussi, on a un petit français qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Mistral, mais les deux grands leaders, c'est la lutte entre la Chine et les États-Unis. Et pour la Chine, c'est la première priorité stratégique en fait. Ils savent, enfin, pour eux, dominer le monde, enfin, au moins donc le maîtriser, ça passe par l'intelligence artificielle. Bon, donc un petit peu, il y a un petit peu de connotation, on va dire, mais je ne vais pas déflorer disons, le roman non plus, de connotation géopolitique. Et donc pour vous, quels sont les enjeux en fait à surveiller, j'allais dire, nous comme citoyens, ou est-ce qu'on se dit à un moment donné, face à l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut se dire, comment est-ce qu'on garde la main, par exemple par rapport à des situations qui nous arriveraient sans qu'on s'en rende même compte? Là, c'est vertigineux de toute façon. Garder la main avec l'espèce de spirale vers laquelle on est en train d'aller sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est assez vertigineux. Et donc effectivement, d'ailleurs je lisais ce que le pape disait là-dessus, mais oui, il faut s'en préoccuper à tous les niveaux, au niveau de la conception. Alors il parlait surtout de la conception, de l'éthique de conception, bon, qui est un élément évidemment, mais sauf que l'éthique de conception, il y en a qui ne l'auront pas de toute façon. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on passe par le contrôle. Et donc quand les juridiques, parce qu'aujourd'hui ça va à fond la caisse, on va dire, donc
les juridiques sont assez dépassés, et si on fait trop de lois, ça freine, et si on freine, c'est les autres pays qui vous dépassent. Donc de toute façon, c'est extrêmement compliqué. Mais il va falloir effectivement mettre des sociétés de contrôle, mais ça sera des IA qui vont contrôler l'intelligence artificielle de façon à faire en sorte... Voilà. Et donc on les programmera pour. C'est absolument indispensable, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Mais c'est pour vous, c'est un horizon à quoi, 10 ans, 5 ans? Ah bah oui, il faut que ce soit... Non, oui, 20 ans c'est trop tard, 10 ans c'est trop tard, 5 ans c'est l'urgence, oui, c'est une urgence absolue. Mais après, alors, bon, je vais juste dire effectivement, parce que c'est effectivement vertigineux, on va voir, on espère tous que l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil qu'on maîtrisera et qui fera grandir l'homme. Voilà, on va dire, il faut que ce soit ça. Hein. Et d'ailleurs, quand je relisais, dans la doxa, enfin catholique, effectivement, le progrès technologique, en fait, effectivement, est accepté. Il faut aller de l'avant. En fait, il nous a été offert, en fait, quelque part. Bon, mais c'est pas gagné quand même. Et donc il y a un scénario, il y a 4 scénarios. Hein. Bref, pour simplifier, je dirais, il y a 4 scénarios dans le futur. Donc on va, le meilleur, c'est celui sur lequel on va travailler, c'est que l'homme maîtrise l'intelligence artificielle, arrive à le contrôler et s'élève à partir de ça, parce que c'est aussi majeur, c'est-à-dire qu'il peut se faire rabaisser et devenir nul, mais il peut aussi s'élever grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas donné à tout le monde. Mais les 3 autres scénarios, c'est pas compliqué. Alors le premier, c'est ce que j'appelle la golémisation, c'est-à-dire l'homme qui effectivement prend l'intelligence artificielle, qui est tellement paresseux que finalement il s'appuie sur l'intelligence artificielle, il n'a plus de mémoire, il n'a plus de savoir, il n'a plus rien, finalement l'intelligence, il se repose là-dessus, il n'a plus de liberté non plus, puisque finalement il accepte tout, donc il devient un zombie. Donc ça effectivement, il y a un risque qui n'est... et ça arrive déjà aujourd'hui. Le deuxième, c'est le transhumanisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que, là c'est très simple, il y a déjà des implants dans les cerveaux, entre le crâne, etc. Et on est capable de faire des choses qui sont absolument déjà assez incroyables, c'est-à-dire de piloter à partir de petites ondes des outils. Donc, et c'est que le début, mais avoir des puces pour augmenter sa mémoire. Et donc il y a les transhumanistes qui estiment que de toute façon, il y aura l'homme, c'est l'évolution de l'humanité, et qui estiment que dans l'humanité, ce passage de l'homme qui sera augmenté, entre guillemets, c'est-à-dire biologique et numérique à la fois, et numérique de façon intégrée, c'est un passage obligatoire, enfin, c'est un bon passage, et c'est un passage qui va être riche. Bon, donc là, ça interroge, parce que là, on n'est plus sur l'homme, quand même. Et puis, alors, bon, le troisième scénario, c'est l'apocalypse, et là, il y a plein de scénarios d'apocalypse, et je lisais Lacroix il n'y a pas si longtemps, qui disait, et à juste titre, évidemment, les oiseaux de mauvais augure sur l'apocalypse n'ont jamais eu autant en bonne presse, pas seulement sur l'IA, qui n'est pas le premier champ, il y en a plein d'autres, mais effectivement, c'est un scénario qui est possible. Et l'IA peut accélérer ça très très facilement, parce que effectivement, elle peut prendre le contrôle, l'autonomie, et avec les armes, enfin bon, et puis la folie humaine, en fait, conduire le monde à sa fin. Voilà. Donc le bon scénario, c'est celui qu'on va retenir, c'est celui où l'homme maîtrise, maîtrise de façon l'intelligence artificielle. Mais est-ce que dans finalement dans les enjeux pour c'est-à-dire les nouvelles générations, il y avait déjà un enjeu au début de la numérisation des documents. Moi, j'ai le souvenir d'une époque où, quand Google s'est lancé, où il y avait tous ces logiciels, on se demandait comment les gens vont faire des recherches, mais finalement, quand on tape quelque chose sur Google, on va surtout aux 2 ou 3 premières références. Et si on ne sait pas chercher, soit on a des informations qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc là, pour l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on va être capable de reconnaître finalement un humain derrière une conversation? Parce que vous faites référence tout à l'heure à ces logiciels où en fait on se programme un ami qui va dans notre sens en fait. Donc si on va pas bien, il est programmé pour nous rassurer. Alors
il y a un bon côté, c'est-à-dire que les personnes peuvent se dire, voilà, cet ami virtuel m'a remonté le moral, donc tout va bien, mais il y a aussi des catastrophes. Hein, voilà, il y avait un cas qui avait arrivé il n'y a pas très très longtemps, un Belge qui était un peu malade psychiquement, enfin, d'éco-anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, le réchauffement climatique était à fond, et donc il y pensait tout le temps, il était très angoissé, des crises d'angoisse, etc. Et sa femme n'en trouvait plus, quoi. Elle n'écoutait plus. Bon, bah, ça se comprend aussi un petit peu. Mais sur Internet, il avait trouvé donc un ami virtuel avec lequel il a commencé à dialoguer. Évidemment, la vie virtuelle était programmée pour aller toujours dans le sens de l'angoisse, pour dire ok, mais pour l'encourager, pour écouter ses plaintes. Bon, sauf que c'était sans doute pas très bien fait comme empathie, parce que c'était une question de effectivement. Et à la fin, il s'est suicidé, le pauvre. Voilà. Et ça, c'est un cas réel. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il s'est suicidé finalement parce qu'il a été incité par son ami virtuel, qui n'a pas du coup, j'allais dire, un humain aurait. Enfin, l'aurait empêché, aurait au moins essayé. Mais là, pour le coup, c'est vrai que quand on est dans une spirale d'auto-alimentation, de ce qu'on pense, on peut aller au pire. Et ça nous donne aussi des scénarios terribles sur de la politique ou de la manipulation aussi pour des élections. Ça peut être aussi ça. Les manipulations pour les élections, bon, on sait que, alors là, c'était un petit peu avant, mais il y a quand même de l'intelligence artificielle. Le Brexit a sans doute été gagné grâce au numérique, hein, donc il y a eu beaucoup de manipulations, et sur la fin, ils ont réussi à faire basculer les quelques voix qui allaient bien grâce à cette manipulation, c'est les scandales de Cambridge Analytica, etc. Mais au-delà de ça, donc, on voit que ça va très loin, et les Russes, en tous les cas, ça on sait très bien que les Russes aujourd'hui essayent de tout, un petit peu partout, de déstabiliser les économies occidentales, ça c'est évident. Donc c'est pas anormal en fait, c'est juste une guerre en fait, hein. Il faut juste le savoir, et il faut savoir se défendre. Mais au-delà de ça, on est sur les relations. C'est un autre élément qui est beaucoup plus mineur apparemment, mais pour moi qui est presque majeur, c'est bon, le site Replica qui offrait des petits amis virtuels. Donc il y avait une ado de 15-16 ans qui était là et qui avait sa petite amie virtuelle. C'était pas un petit ami virtuel là. Il y avait les deux, hein, mais il y avait tout. Et en fait, parce que sinon elle était un peu harcelée et elle ne trouvait pas. Et ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il y a eu des plaintes sur un certain nombre de choses. Ça allait un petit peu trop loin dans les relations avec les ados. Donc évidemment, tout ça c'est un petit peu ambivalent. Et la réflexion de l'ado a dit, mais moi je ne trouverai jamais autour de moi dans le réel le même niveau d'amis virtuels que là j'ai trouvé. Donc et évidemment quand on réalise ce que ça veut dire ça, alors qu'on n'est qu'au tout début, on se dit il y a quand même des questions humaines qui sont... Que finalement la personne, on va dire, je ne sais même pas comment on l'appelle en fait, l'ami virtuel. On va dire, l'ami virtuel. C'est qu'en fait on utilise des mots humains pour définir quelque chose qui ne l'est pas, mais elle sera toujours disponible à toute heure du jour, de la nuit, d'un simple clic. Plus intelligent peut-être. Hein? Oui, mais ça c'est sûr, mais il ne répond pas tout de suite. Ah, si. Et on peut imaginer qu'elle soit moins maladroite que l'amie réelle, quoi. C'est ça la question, parce que finalement elle aura assimilé plein de cas de figure. Il n'y a pas si longtemps, alors bon, je ne sais pas si vous... je crois que c'était dans la Croix, effectivement. Il y a aux États-Unis, ils ont mis un prêtre virtuel. Et donc ce prêtre, en fait, il était très bon. Donc d'abord pour répondre à toutes les questions religieuses, il commençait à devenir assez bon, en tous les cas. Sauf qu'après, ils l'ont fait avancer, ils lui ont donné la capacité de donner la confession. Donc jusque-là, ça allait relativement bien. Sauf qu'au moment où il dit « je te pardonne tes péchés », etc., enfin, tu connais tous les termes, etc. Bon, là, il y a quand même des gens qui ont dit attends, l'intelligence artificielle qui n'a pas, a priori, le mandat pour, donc le lendemain, il était redevenu civil et il n'a plus la confession. Il faut changer les paramètres. Il faut changer les paramètres.
Et il se pose aussi la question de la responsabilité, finalement, toutes ces entreprises qui lancent comme ça, j'allais dire des projets ou des assistantes. Qui est responsable? Oui, alors ça, merci de poser la question, c'est une énorme question. C'est-à-dire qu'évidemment, bon, d'abord, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, hier on avait Google, il y avait N réponses, et on les choisissait et on allait chercher sa réponse. Aujourd'hui, on a une réponse très bien emballée dans un langage qui est remarquable, parce qu'effectivement, il sait parler, hein, relativement, parce qu'il parfois il déraille. Mais donc on va dire il sait parler. Et quelque part, vous lui posez une question, il vous donne une réponse. Sauf que la réponse n'est pas fiable. Et d'ailleurs, il y a plein d'avertissements en amont pour dire, attendez, je suis en phase de mise au point, donc surtout, faites attention et vérifiez tout ce que je suis en train de dire. Donc il y a des avertissements. Et donc ça veut dire que, et à mon avis, ça sera indéfini, parce que de toute façon, l'intelligence artificielle, on pourra revoir un petit peu comment c'est créé, mais ne peut pas être responsable de ce qu'elle dit. Elle ne peut pas être responsable. Ce n'est pas une interrogation pour aller chercher des choses quelque part, c'est de la construction de phrases à partir de probabilités. Et donc si elle choisit les mauvaises phrases pour donner, comment dirais-je, pour donner sa réponse, et ça peut lui arriver, parfois même à 2 réponses d'écart, elle peut être un petit peu différente, eh bien elle donnera des mauvaises réponses. Moi j'ai interrogé par exemple, alors j'avais interrogé il y a un petit moment une intelligence artificielle pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé à Nazareth. Et bien il m'a dit, c'est là où Jésus est né. Bon. Parce qu'il avait trouvé une phrase, en fait, après derrière, où effectivement les deux étaient assimilés, et il y avait ambiguïté dans la phrase, dans la construction syntaxique de la phrase. Pareil pour je voulais savoir quel était le Goncourt le plus jeune. Voilà, pour un écrit, etc. Et bien, il m'a les 3 IA, donc Gemini, Mistral, donc le chat, et ChatGPT m'ont répondu des conneries absolues. Mais avec un aplomb total. Hein. Donc aujourd'hui, l'enjeu éducatif est quand même d'apprendre à réfléchir. Avant tout, en fait, c'est moins la connaissance, puisque la connaissance, elle est à portée de clic, que de se poser la question, d'aller chercher des sources pour, en tout cas, essayer de confirmer ou valider des informations. Alors ça, quand c'est du factuel, je veux dire, c'est plus facile. Mais quand on est de l'ordre d'un ressenti, ça reste quand même impossible. Apprendre à réfléchir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces enjeux-là sont aujourd'hui pas suffisamment mis sur la table. Et en tous les cas, il n'y a pas de conséquences à tout ça. Mais disons que l'intelligence artificielle, l'enjeu primordial, c'est l'éducation. Donc apprendre à réfléchir, c'est avoir un savoir, apprendre l'esprit critique, avoir le savoir qui permet d'avoir un esprit critique, c'est apprendre aussi les mathématiques. C'est-à-dire, de toute façon, si on veut comprendre et aller plus loin dans les mathématiques alors qu'elles nous apportent beaucoup de choses, il faut déjà donc gravir. Et si l'être humain se repose sur l'intelligence artificielle, il sera dominé. Et il ira dans le mur, parce que oui, il ira effectivement dans des décisions qu'il ne pourra pas éventuellement contrôler. Donc apprendre à réfléchir, oui, je suis d'accord, c'est fondamental. Et est-ce que dans la formation d'ingénieurs, on peut imaginer qu'il y ait des cours d'éthique ou de... Parce que finalement c'est pareil, l'ingénieur, lui, je veux dire, il est formé sur de la technique, la programmation, mais... Oui, en tous les cas, oui, qui est... voilà, alors ça, c'est un autre sujet, effectivement, c'est comment approcher effectivement chacun des domaines de l'ingénieur, mais évidemment, il ne faut pas limiter à l'ingénieur, parce que si vous faites HEC, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas aussi un peu d'éthique, etc. et toute autre étude, mais oui, l'éthique, le problème de l'éthique, c'est qu'il faut partir d'une morale. Et que donc il faut savoir quelle est la morale partagée en fait. Mais donc en fait quelque part, et donc c'est parfois juste un plus petit, comme un multiple on va dire. Donc mais oui, il faut de toute façon absolument, notamment dans notre démocratie, qu'on mette de l'éthique un petit peu partout.
Alors, est-ce que par rapport au livre, vous voulez rajouter Après, je prépare une petite conclusion peut-être. Ouais. Voilà. Après, vous pourrez poser des questions, bien sûr. Voilà. Là, on n'est plus du tout sur les premières. Juste préparer une petite conclusion en fait. Oui, parce qu'on peut se dire l'homme s'en est toujours tiré en fait. Finalement, c'est pas. Et pour l'instant, on a toujours réussi à se sauver. Sauf que là, on est quand même sur on est sur les fondamentaux de l'homme en fait, c'est-à-dire le langage. Le langage. Alors, un jeune ingénieur me disait, c'est le système d'exploitation du cerveau. Bon, c'est un peu ingénieur, mais enfin ça montre déjà bien ce que ça veut dire. Mais c'est surtout l'expression des émotions, l'expression des sentiments, l'expression de la pensée. Donc en fait, et donc la capacité à avoir des relations les uns avec les autres. Or les relations les uns avec les autres, c'est ça l'être humain. En fait, sans relation, en fait, on n'est plus là. Donc c'est bien au-delà de l'intelligence. Donc ça c'est la première chose, se dire oui, on est sur bon, on parlait des canuts hier, on est sur quelque chose d'une transformation encore supérieure. Et donc il faut que l'homme réussisse à maîtriser, à comprendre l'intelligence artificielle, à savoir comment en tirer un maximum de bénéfices, parce qu'elle est ambivalente. Donc elle apporte autant de solutions que de problèmes. Donc cette ambivalence, évidemment, il faut basculer du côté des solutions et grandir avec elle. Mais donc, il faut que l'homme apprenne à la maîtriser, à ne pas perdre son humanité aussi derrière tout ça, parce que c'est effectivement une capacité à être sur le numérique et peut-être à s'isoler finalement des autres hommes biologiques. C'est aussi un risque. Et comme je disais, grâce à l'intelligence artificielle, on peut espérer, et c'est certainement ça qu'il faut, qu'il s'élève, en fait, quelque part. Bon, il faut. Hein, j'aime bien le mot de Jacques Ellul qui parlait qui disait aujourd'hui la technologie c'est le domaine du sacré en fait. Mais surtout il disait moi je suis pessimiste mais plein d'espérance. Voilà. Et en fait ça représente bien le niveau où on se trouve. Et donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pas l'intelligence artificielle qui est dangereuse. C'est l'homme, c'est tout simplement, c'est l'homme avec son incommensurable bêtise, hein, comme dirait Einstein, qui se retrouvera dans les IA, avec sa paresse, avec sa lâcheté, avec sa cupidité. Donc c'est ça qu'il faut, et en fait on est en train, le problème c'est que ça donne des outils qui sont vertigineux avec avec l'intelligence artificielle et avec ses défauts qui sont quand même des défauts, avec son tiraillement entre le bien et le mal, hein, évidemment. Et puis, et donc pour terminer, je dirais que, comment dirais, aujourd'hui on voit bien sur votre smartphone avec le GPS, on a tous un petit peu perdu notre sens de l'orientation, un petit peu hein, quand même. Alors, et quelque part, effectivement, si l'intelligence artificielle donne un sens, nous apporte le sens de notre pensée, en fait, est-ce que l'homme ne risque pas, et c'est ça qu'il faut qu'on évite, de perdre le sens de sa liberté et le sens de sa vie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Eric. Une question. Bon, tu dis que l'intelligence artificielle actuellement peut faire beaucoup de choses. Quelle est l'influence, à ton avis, de l'intelligence artificielle sur les conflits actuels? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la Chine et des États-Unis. Mais enfin, la Russie, je ne pense pas qu'ils restent à nous écouter. Et je pense que eux aussi peuvent nous espionner, et peuvent même interférer dans les décisions militaires qui sont prises, que ce soit d'ailleurs en Ukraine, même à Gaza. Quel est le risque, à ton avis, d'une telle interférence de puissances étrangères dans les décisions qui sont prises, dans les résultats?
En réponse un peu rapide, je dirais quand même qu'il y a 3 choses. Il y en a une que pour l'instant on va exclure, mais c'est intéressant à avoir en tête, c'est que de plus en plus les gouvernants, ça sera plus les Chinois que Poutine, parce qu'à mon avis, hein, mais les gouvernants s'appuient pour leurs décisions sur les conseils de l'intelligence artificielle. Il y a un moment, et en Chine parfois sur certains trucs, on peut se demander si c'est pas déjà, enfin, et en fait dans 5 à 10 ans, c'est pour que ça va tellement vite, si c'est pas déjà un peu dans les décisions orientées par l'intelligence artificielle. Donc ça c'est intéressant. Mais c'est juste pour exclure ce point-là qui est quand même intéressant. Après il y a 2 choses. Il y a les armes elles-mêmes, donc les drones, on sait que c'est pourri, et toutes les armes maintenant, toutes les armes sont, à part les épées, hein, à part les couteaux, etc. Donc elles sont encore utilisées, hein, on voit bien. Mais enfin, toutes les armes sont pourries, sont d'intelligence artificielle, donc les drones, etc. Bon, ça c'est pour porter les bombes. Mais évidemment, après, c'est la déstabilisation, la cybersécurité. Donc on sait qu'aujourd'hui, faire un fake, hein, donc faire des images donc dévoyées, imiter la voix, c'est extrêmement facile. Je lisais un truc, alors il y a 92% à peu près des fakes qui sont à destination sexuelle. Bon, donc je vais en citer une par exemple, mais faire une image, parce que je crois que c'est la plus générale aujourd'hui, de Taylor Swift, toute nue avec son visage et un truc, on a l'impression que c'est elle, et il y en a plein partout, ça prend 15 secondes pour quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu, c'est pas colossal. Donc évidemment, on voit bien hein, que dans les guerres, c'est très facile de semer de la discorde et dans certaines manifestations, parce qu'il y a le conflit effectivement entre Israéliens et Gaza, dans certaines manifestations, il y a des gens qui ont agité, et il y a donc des images d'un bébé sous les bombes, etc., qui étaient purement d'intelligence artificielle. Et Libération, qui n'avait pas contrôlé son information, l'a mis en première page. Donc ça déstabilise. Et puis ensuite, il y a toutes les campagnes, effectivement, dans les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est extrêmement puissant, parce qu'en fait, couplé aux réseaux sociaux, l'intelligence artificielle permet de cibler, donc en fait, de cibler les bonnes populations. C'est-à-dire, si par hasard, vous n'êtes pas intéressant et vous ne serez pas déstabilisé, vous n'aurez même pas l'information. Et c'est que les gens... donc on peut envoyer l'information qui déstabilise aux personnes qui sont capables d'être déstabilisées. Donc oui, il y a énormément de choses. Voilà. Merci. Oui, surtout, il y a une capacité en fait de réaction qui est compliquée, puisque une information, quand elle est dans les réseaux sociaux, on perd plus la main dessus et le temps de vérifier une fake news. Il faut repasser des vidéos image par image pour voir ce qui a été fait. Ça prend beaucoup plus de temps que de passer l'information à 1 million de personnes en fait. Ouais. Oui. Donc, en fait, c'est ça qui est dévastateur sur l'information. Pour contrôler la vérité, en fait, on court toujours derrière la fake news, quoi. J'avais vu, on dit que évidemment une mauvaise information, ça va 10 fois plus vite qu'une bonne information déjà. C'est pas nouveau. Mais bon, sauf que là, elle se multiplie. Est-ce que le métier d'écrivain n'est pas menacé par l'IA? Actuellement, quand on fait une série télévisée, un soap, comme on dit, eh bien, en permanence, il y a un panel. En permanence, on regarde comment le panel réagit et on tourne les épisodes suivants en fonction des réactions du panel pour adapter. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on n'en viendra pas à avoir un roman qui sera lu par un lecteur sur une machine à intelligence artificielle qui analysera le regard, le visage du lecteur et qui finalement évoluera au fur et à mesure en fonction des réactions du lecteur. À ce moment-là, évidemment, il n'y a plus l'auteur.
l'auteur C'est il Valois. le pitch et ensuite il n'existe plus. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie menace de ce point de vue-là? Oui, alors bon, effectivement, là, tu vas assez loin, parce que c'est évidemment le roman qui se transforme au fur et à mesure du lecteur qui a mis sa psychologie à l'intérieur du système, et on lui offre effectivement les émotions qui vont bien, et alors que le deuxième lecteur, il aurait un autre. Donc oui, alors après, l'intelligence artificielle peut faire ça. On peut dire aussi que c'est une orientation pour des écrivains, finalement, de piloter ce genre de choses, puisqu'il y a quand même des paramètres. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que, là, tu as raison de souligner, en fait, parce que là, j'en avais pas parlé, c'est que l'art, évidemment, est monstrueusement impliqué. Alors, l'écriture en particulier, on en a parlé ensemble, mais l'écriture, évidemment, encore plus, parce que les LLM, c'est Large Language Model, hein, donc c'est ça, où il y aura IA générative. Voilà. Donc ChatGPT, c'est Large Language, c'est de la création de langage, et en fait, à partir de données qui ont été ingurgitées dans d'énormes bases de données, avec des milliards de paramètres aussi, donc c'est monstrueux, et puis des algorithmes. Et à partir de là, on construit des réponses sur ce qu'on lui a ingurgité, on construit de façon probabilistique. Donc en fait, c'est des statistiques. C'est rien que ça. Sauf que c'est fait finalement de façon telle qu'on est capable d'écrire du Balzac. C'est-à-dire que si on lui a rentré comment rentrer Balzac, comment écrivait Balzac, en fait, on est capable effectivement d'écrire des choses avec la probabilité qu'aurait Balzac pour écrire des choses. Donc c'est effectivement, ça interroge. Et donc, oui, l'écrivain est sans doute le plus touché, mais l'IA générative qui ne s'arrête pas, qui est à peu près la même chose, sauf qu'elle est un petit peu haute, le LLM, et pour le langage, l'IA générative crée des photos, des vidéos, des podcasts, voilà, tout ce qu'on veut de toute façon. Elle imite la voix sans aucun problème. Et donc il y a un procès entre Scarlett Johansson maintenant et OpenAI, par exemple. Il y a plein de choses. Mais on s'interroge parce que la grande question, c'est quoi le monde de demain sans art? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quoi aussi l'artiste qui sera appuyé à 50% sur l'IA, à 60%, à 70%, à 80%, à 90%, à 95%? Jusqu'où ça peut aller? Et c'est quoi? Et aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà des best-sellers sur des domaines très étroits qui sont purement produits par... alors c'est plutôt les recettes de cuisine ou des trucs un petit peu techniques, mais il y a des livres de recettes de cuisine qui sont excellents, avec que des photos générées par l'IA, et que des recettes qui ont été concoctées. Enfin, je ne sais pas si elles sont bonnes, hein, les recettes. Et ils se vendent. Mais oui, si ça arrive à se vendre. Mais c'est vrai que sur un livre... Enfin, il y a l'écriture, et le livre aussi, il est fait, j'allais dire, par le lecteur. Un livre aujourd'hui qui est écrit par un écrivain, il a peut-être 50 versions, parce que chacun se fait sa propre idée du livre qu'il lit. Et je pense que n'importe qui, quand on a lu un livre qu'on aime beaucoup et qu'on le partage, ou même un film, on n'a pas forcément vu la même chose, ressenti la même chose. On le voit bien d'ailleurs quand il y a des adaptations cinéma de livres, chacun a sa propre version. Donc pour l'écriture, j'allais dire artificielle, ça arrivera peut-être, mais je pense que... Et quand on écrit, on s'aperçoit qu'il n'y a pas deux lecteurs pareils, en fait, quand il y a des retours chacun des lecteurs est incroyablement différent, et ça c'est fabuleux aussi, intéressant. Mais bon, après, effectivement, la grande question, c'est, je pense qu'on a... Enfin, l'art a vraiment des grandes questions à se poser. Et oui, il y a des pistes, en tous les cas, pour réussir à gérer tout ça, parce que ça peut aussi être créateur de quelque chose de nouveau, donc un nouvel élan, une nouvelle qualité artistique. Ça peut emmener des lecteurs à des niveaux auxquels on n'arrivait pas, parce qu'aujourd'hui on était dans une certaine médiocrité et qu'on peut passer des élans. Voilà, enfin il faut là je vais revenir à la citation de Jacques Ellul, hein. Il faut garder l'espérance malgré le pessimisme, quoi.
s'il n'y a pas d'autres questions, alors on va passer à la... Bah oui, oui, si. Et puis si après, encore- n'hésitez pas, parce qu'après, même si vous avez des questions, Oui, qui viennent, bah, je suis à votre disposition ici aussi, et puis je vais faire quelques dédicaces, s'il en reste encore, parce qu'on a déjà fait quelques-unes. Merci. Merci.